Bonjour Jonathan Ayoun. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour vous découvrir et vous redécouvrir et puis connaître beaucoup d'autres choses, notamment votre travail. Vous êtes connu pour beaucoup en tant qu'ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Vous avez été élu en 2011, poste que vous avez occupé durant 2 années consécutives. Mais peu vous connaissent vraiment, alors on va en parler. Vous êtes né, il me semble, le 13 mai 1980. Est-ce que c'est 1983? Donc vous avez une trentaine d'années, vous avez grandi à Nation avec vos 2 sœurs, Candice et Karen, dans une famille plutôt traditionnaliste quand même. Et vous êtes un peu l'érudit de la famille. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, j'ai choisi un chemin qui m'amène vers le milieu de la culture. Et non pas du commerce comme le reste de ma famille, mais je crois aussi qu'ils sont attirés par le monde des livres et le monde de la culture, mais on va dire pas d'un point de vue professionnel. Donc c'est là où j'ai pris ce chemin-là différent, et donc à la fois dans l'écriture et dans la réalisation, surtout dans le rapport à l'image. Mais le rapport à l'art, le rapport, on va dire, à la manière de mettre en musique, alors moi c'est à travers les images, mais de mettre en musique tout court, c'est quelque chose qui s'est inscrit dans une filiation depuis longtemps, puisqu'il y a par contre une tradition d'amour pour la musique, qui vient notamment de mon grand-père, qui est très fort dans la famille, et donc moi j'ai préféré y ajouter les images. Y ajouter les images et aussi les mots, puisque vous êtes aussi auteur. Vous êtes diplômé en master de communication politique de l'université Paris 12, diplômé en master également de production audiovisuelle à l'INAP-SUP, vous venez nous le dire, et d'études juives également. Vous êtes aujourd'hui donc réalisateur et essayiste. Vous avez réalisé le documentaire Sauvé Auschwitz, point d'interrogation. Il était diffusé en 2017 sur Arte. Petite bande-annonce et on en parle. On peut pas appeler musée un lieu qui a conduit à tellement de morts. À moi, ils vont me demander de l'argent pour que je rentre là. À moi, ils vont m'interdire quelque chose. Oh non. Et moi, là-bas, je suis chez moi parce que j'y ai laissé quelque chose pour toujours. Que faire d'Auschwitz? Quel sens, quelle vocation lui donner? Fallait-il en faire un musée? Fallait-il le sanctuariser? Fallait-il l'abandonner? Voilà, c'est la bande-annonce de ce documentaire que j'ai pu voir, qui est merveilleux. On vient d'entendre la voix de Marceline Loridan-Evans, qui était rescapée de la Shoah. Elle témoignait de ce que vous avez mis en lumière pour savoir ce qu'il fallait faire à Auschwitz. Quelle était la volonté de ce documentaire ? C'est parti de loin. C'est parti d'abord des voyages que j'ai pu faire avec l'Union des étudiants juifs de France, dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et c'est en découvrant les lieux avec l'historien Marcello Pezzetti et la guide Béatrice Prasquier que une représentation qui était la mienne, erronée avant, a reçu le choc du réel. Cette représentation, c'était celle de penser que le lieu était préservé de tout dommage ou de tout conflit mémoriel, et pourtant, entre l'urbanisme grandissant, c'est-à-dire les maisons qui viennent empiéter l'espace du camp, et le tourisme de masse qui vient dévoyer le sens d'un temps de recueillement lorsqu'on se retrouve sur place, eh bien, il y avait quelque chose d'extrêmement choquant qui a donné envie de chercher à mieux saisir comment nous en sommes arrivés là, et donc de remonter l'histoire de 45 à aujourd'hui sur tous les enjeux, les conflits mémoriels qui se sont succédés, au point qu'on en arrive aujourd'hui à ce que, il y a des habitations qui entourent les chambres à gaz, voire même qui se trouvent sur la première chambre à gaz, le Pumkera, ou alors que des visiteurs viennent là pour se prendre en selfie, comme ils le font à Venise. Et une forme de business aussi autour de cela. Oui, aussi toute une organisation touristique, mais à la rigueur, le fait qu'il y ait un business autour d'un lieu de mémoire, et on ne pourra jamais rien y faire. En revanche, le fait que les habitants veulent effacer ou occulter la présence de ce camp dans la ville est quelque chose de bien plus indignant et bien plus révoltant. Donc, l'objectif aussi du documentaire était de retracer l'histoire du lieu d'Auschwitz après Auschwitz, mais également de mieux saisir quels sont les enjeux actuels et d'entendre cette parole des habitants. Que font des gens avec balançoire et jardin devant la Judenrampe, la rampe de sélection, ou d'autres jouxtant la première chambre à gaz?
Alors aujourd'hui, soutenu encore une fois par le Mémorial de la Shoah, vous donnez rendez-vous le 12 avril à 20h50 pour une série documentaire de 4 épisodes sur l'histoire de l'antisémitisme. Ce sera diffusé sur Arte, publié ce jour même et jusqu'au 10 juin sur la plateforme arte.tv. En quoi consiste ce documentaire que vous avez réalisé et quelle était votre volonté, Jonathan Ayoun ? C'est toujours coécrit avec Judith, avec Judith Cohen-Solal, complice d'écriture mais habituée de vos auditeurs. Et c'était sur une proposition de ma productrice, de la productrice déjà du premier documentaire dont nous venons de parler, Simone Harari-Beaulieu, qui avec Arte, a pris la décision de se lancer dans ce projet assez ambitieux, de retracer l'histoire de l'antisémitisme depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et donc de se réserver le temps long, 4 heures, pour pouvoir prendre le temps de montrer ses évolutions, ses permanences aussi, et la manière dont il s'est inscrit dans les sociétés. Alors on va en parler bien sûr, on va plancher au cœur du sujet, mais une question tout d'abord et un parallèle entre ces 2 documentaires que nous venons d'évoquer ensemble. Est-ce que le passé et le destin de la communauté juive, Jonathan Ayoun, c'est un peu votre mission de vie ? En tout cas, ça occupe beaucoup de mon temps. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un combat qui en effet est le mien depuis longtemps, parce que il faut pas non plus se voiler la face, faire une histoire de l'antisémitisme, raconter cette longue histoire, c'est aussi vouloir combattre le phénomène d'une autre manière, dans une autre position qu'une position militante. Et vous avez aussi combattu en tant que président de l'UEJF, donc voilà. Tout est lié. Voilà, mais dans une position militante, engagée, d'action sur le terrain, et là, c'est dans une position plus distanciée, c'est-à-dire en voulant à la fois laisser la place à la recherche historique, et pour mieux éclairer le présent, remonter loin en arrière, et le donner à voir, le rendre le plus clair, pour que tout à chacun puisse s'armer à sa manière pour combattre le phénomène. Alors, on va plancher au cœur du sujet. Où l'antisémitisme a-t-il pris racine ? Comment a-t-il participé à la manière dont les sociétés se conçoivent et se construisent ? C'est ce que vous dites dans cette bande-annonce. Ces questions sont au cœur d'une longue histoire qui a traversé donc les siècles de l'Antiquité à nos jours. Petite bande-annonce. L'histoire de l'antisémitisme est inséparable de l'histoire du combat contre l'antisémitisme. Comment se défendre contre l'antisémitisme et comment réduire l'antisémitisme ? Il n'y a pas d'un côté des personnes qui auraient fait l'histoire et de l'autre côté des gens qui seraient restés totalement passifs. L'antijudaïsme ne concerne pas seulement les juifs réels. Un système de pensée entier a été construit à partir d'une haine spécifique. Le mal revient. Et il revient parfois de manière bénigne et parfois il revient de manière catastrophique. Une série documentaire donc écrite par Jonathan Ayoun, vous-même, Laurent Jaoui et Judith Cohen-Solal, Histoire de l'antisémitisme. Je tiens d'abord à soulever ce travail remarquable réalisé, 4 heures. Combien de temps cela vous a pris ? 3 ans, c'était un long projet. Il fallait heureusement ma productrice Simone Harari, Effervescence Productions et Arte ont décidé, et ils ont bien fait, de pouvoir laisser le temps de maturation, laisser le temps de travail pour pouvoir essayer de la raconter de la manière la plus claire et la plus fouillée. Et la plus fouillée. Alors vous avez une trentaine d'intervenants dans ce documentaire, beaucoup de personnalités que l'on connaît comme Denis Charbit et bien d'autres. Vous tentez de soulever plusieurs questions dans ce documentaire, l'origine de ce phénomène que nous appelons l'antisémitisme, comment depuis plus de 1000 ans a-t-il accompagné la manière dont nos sociétés se conçoivent et se construisent. Quel est votre constat aujourd'hui vraiment, Jonathan Ayoun ? Eh bien, déjà, le fait que le phénomène ne s'en va pas véritablement, il y a des périodes d'accalmie à travers l'histoire, mais à partir du moment où apparaît cet anti-judaïsme et ces accusations contre les juifs, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ne sont pas,
et avec la première accusation de déicide, d'être les meurtriers de Jésus, à partir de là, se débarrasser complètement du phénomène paraît illusoire. Donc il faut faire avec, c'est-à-dire à la fois l'éclairer, à la fois le combattre avec les moyens juridiques, politiques, historiques. Mais le constat, c'est qu'il s'est installé pour durer, il a duré, il continuera à durer, mais avec tout de même, si on se penche sur le sujet à hauteur de siècles, donc avec la distance, avec des évolutions positives qu'il faut malgré tout remarquer dans ces 30, 40, 50 dernières années. Après l'horreur de la Shoah, il y a eu une prise de conscience considérable, il y a eu des armes et des mesures mises à disposition des sociétés démocratiques pour pouvoir enrayer le phénomène. Il continue malheureusement à être meurtrier, et cela de manière d'autant plus spectaculaire et tragique ces dernières décennies, mais sur les 30, 40, 50 dernières années, les mesures ont été extrêmement conséquentes et les politiques de réparation et de reconnaissance, qui nous semblent parfois seulement symboliques, ont tout de même un sens très profond. Je prendrai 2 exemples que nous citons en fin de film, en fin de série, celui de la possibilité pour tous les descendants des Juifs expulsés d'Espagne de reprendre la nationalité. C'est le cas aussi au Portugal. Et aussi au Portugal, qui ont été convertis de force, puis aussi expulsés, et bien de pouvoir à nouveau reprendre cette nationalité. Ils sont très peu à le faire. Et d'ailleurs, c'est pas si simple. Mais le fait que le roi d'Espagne dit comme vous nous avez manqué et reconnaît la possibilité de revenir, c'est un geste fort. Un autre qui me semble pas des moindres non plus, c'est lorsque l'Angleterre, il y a encore à peine quelques années, a fini par reconnaître que la première accusation de crime rituel apparaît au XIIe siècle à Norwich, et c'est l'Église anglicane qui le reconnaît et qui vient dire non, sans compter le Concile Vatican II, qui justement, ce dont je parlais en premier, c'est-à-dire l'accusation de déicide, a enfin été rayé de la liturgie et du catéchisme. Tout ça semble pas très important, puisque nous parlons tout de même encore, et dans notre pays, de mort, mais ces gestes-là, sur la durée, auront une certaine importance. Oui. Alors on voit bien dans votre documentaire en 4 parties que l'antisémitisme n'est pas une construction juive. Vous-même, vous déconstruisez justement cela, parce que preuve à l'appui. On commence donc à 20h50 avec le premier épisode, aux origines de 38 à 1144, avec donc ces questions, la naissance de l'antisémitisme, comment cela s'est développé, de la première vague de violence anti-juive à Alexandrie jusqu'au temps des croisades, en passant par l'âge d'or d'Al-Andalus et le massacre de Grenade. On remonte aux origines antiques du phénomène. Et ça commence en Égypte, à Alexandrie, alors en l'an 38, où vivent 4 millions de juifs. Certains vivent en Judée depuis 3000 ans. D'autres se sont déplacés. On est sous domination romaine, d'abord esclaves puis militaires. L'exaspération vient d'abord d'un culte monothéiste. Tout à fait. On démarre par ce lieu et par cet événement parce que c'est le premier documenté, la première violence anti-juive documentée. En effet, dans la Bible, on pourrait remonter bien plus loin, mais ce n'est pas de la documentation historique. Donc nous, on s'est appuyé que là-dessus. Et en effet, ce qui est reproché à Alexandrie aux Juifs, c'est pas seulement le fait d'être monothéiste, mais c'est le fait d'avoir une dérogation, d'avoir un privilège, d'avoir une particularité reconnue par l'empereur, qui est de ne pas avoir de statut de l'empereur à l'intérieur de leur temple, à l'intérieur de leur synagogue. Et ça exaspère les Égyptiens, qui les considèrent comme inférieurs, et ils se disent mais comment se fait-il que cette minorité-là, censée avoir moins de droits que nous, a ce privilège? On voit ensuite qu'on se venge de ce qu'on pense des Juifs sur Agrippa, un simple d'esprit, et c'est là que commencent concrètement les vengeances contre les Juifs. Oui, c'est lors de la visite d'Agrippa, le souverain juif de Judée, qui est de passage à Alexandrie, et donc il est là avec le soutien de Rome, puisqu'il a été nommé par l'empereur Caligula, et là encore, c'est le lien entre juifs et pouvoir qui dérange les Égyptiens, que les Juifs aient un endroit où ils ont une souveraineté ailleurs, et que lui, de passage par Alexandrie, est là avec des licteurs, avec toute une mise en scène un peu spectaculaire
qui les dérange, et donc on se met à le parodier, à l'imiter, et puis après le spectacle anti-juif se transforme en une nuit d'émeutes, même d'ailleurs en plusieurs jours d'émeutes et de violences contre les juifs. Oui, où il y a des pillages, des meurtres, c'est le massacre d'Alexandrie autorisé. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est très important. Des Égyptiens disent qu'ils sont la cause de la chute dans les mains de tous. Des Grecs, des Perses, ils sont vus comme hypocrites, les Juifs, et on dit qu'ils feraient des sacrifices humains dans leur temple. Et cela suscite le fantasme, et on va le voir, durant des décennies jusqu'à nos jours. On pense que les Juifs, en fait, prennent des enfants, qu'on les tue et qu'on mette notamment leur sang dans la matzah. Exactement. L'accusation de tueur d'enfants, de sacrifice humain, naît. En tout cas, on en a la première occurrence à cet endroit-là, tout comme Alexandrie, tout comme donc Alexandrie en 38, durant l'Antiquité. Et c'est aussi sous l'Empire romain, au même endroit, par le même personnage Appion, qu'on a l'accusation de comploteurs pour faire chuter les sociétés. Et donc on les accuse d'avoir fait chuter en effet l'Égypte aux mains des Perses, des Romains, et donc d'être responsables des malheurs du monde. Alors ce qu'on voit au fur et à mesure, on va pas pouvoir parler de tout bien évidemment, mais vous vous êtes arrêté tout à l'heure sur le déicide. Donc en fait on tient fautif Judas de la mort de Jésus, et Judas va vite être transformé par les chrétiens, par les Juifs qui sont la cause donc de la mort de Jésus. Et on va le voir au fur et à mesure. Ce sont d'abord les chrétiens pendant extrêmement longtemps qui veulent démolir en quelque sorte les idéaux juifs, les juifs, et puis finalement avec le temps ça va être les musulmans, l'islam, et puis le monde arabe qui va se retourner contre les juifs. Oui, on va dire au fur et à mesure, avec notamment la création de l'État d'Israël. Bien sûr, mais pendant longtemps, il faudra une lente progression. Exactement. Pour que le discours anti-juif théologique, qu'il soit chrétien ou musulman, prenne corps auprès des populations, et que l'accusation de déicide, par exemple, du meurtre de Jésus, devienne une croyance populaire. Ce n'est que 1000 ans plus tard, c'est un temps très long. Cela se transforme, et puis il y a des ruses à différents moments, que cela soit dans différents pays, que cela soit en Russie, que ce soit en Pologne et partout ailleurs. On voit qu'au départ, on déteste les Juifs pour leur manière de pratiquer, dirons-nous, pour ce que vous disiez tout à l'heure, leur façon de faire. Puis après, c'est une façon de les détester parce que économiquement, ils sont vus comme ceux qui ont l'argent. Mais en réalité, derrière ça, c'est pas une volonté d'être ceux qui ont l'argent, ou qui du moins demandent, taxent la population. Ils sont utilisés dès le XIIe siècle, XIe siècle, par les souverains, par les royaumes, qui voient là un objectif, un instrument qui est ces juifs qui sont ni les dominants, ni les dominés, une classe un peu à part, et ils sont donc contraints, souvent, à exercer certains métiers, et c'est ceux de collecteurs de taxes ou de prêteurs d'argent, et après, ça devient les pompes des pouvoirs royaux. Et ça va leur coller à la peau, ces préjugés qui nous restent depuis toutes ces années. Alors bien sûr, on va pas pouvoir parler de tout, et puis j'ai envie que les auditeurs viennent découvrir votre documentaire, Jonathan Ayoun, que cela soit sur arte.fr ou encore le 12 avril à partir de 20h50 sur Arte. J'avais envie de revenir sur l'actualité avec vous. Alors bien sûr, dans le 4e épisode, vous parlez des nouveaux visages de l'antisémitisme à 23h35 précise, de 45 à nos jours. Vous posez cette question: comment après Auschwitz, un antisémitisme est-il encore possible après la Shoah, l'horreur nazie, et progressivement mise en lumière dans toutes ses dimensions, entre prise de conscience et bouleversement géopolitique, arrive le temps des grands espoirs et de nouvelles inquiétudes, et nous sommes inquiets. Justement, Jonathan Ayoun, parce que malheureusement, l'actualité nous serre, alors que le torchon brûle sur ces sujets depuis la nuit des temps, et alors que cet antisémitisme, qui le dites-vous, n'est pas constant, mais viral, mais finalement devient constant à un moment donné. En France, depuis 2 décennies, on compte tout de même nos morts. Et en témoigne de Sébastien Selam à Mireille Knoll, pour finir potentiellement par Jérémy Cohen, et je prends des mesures en disant ça, mort dans des circonstances qui laissent bouche bée les Juifs et les Français jusqu'en Israël et ailleurs depuis hier, non pas un accident banal de transport en commun, mais une agression d'un groupe d'individus sur ce jeune Juif de 31 ans qui avait un léger retard neurologique, disons.
qui lui cause un handicap. On l'aurait incité à fuir, sonner et dans un désespoir infini de s'en sortir. Il se précipite pour fuir dans sa quête et il se retrouve percuté par un tramway à Bobigny en Seine-Saint-Denis avant de mourir de ses blessures quelques heures plus tard. Jérémy Cohen portait a priori la kippa. Il a été retrouvé d'ailleurs sur les lieux. La kippa a été retrouvée, elle a été transmise aux parents, remise à la famille. Depuis, les spéculations vont bon train sur la motivation de cette agression et on ne peut s'empêcher de penser que sans doute il aurait été agressé parce que juif. La communauté juive, vous le savez, commence à s'émouvoir, déjà parce que les images sont insoutenables. Mais quelle est votre réaction à vous, Jonathan Ayoun ? Écoutez, déjà, une pensée très forte pour sa famille, pour ses proches, et aussi, on leur doit le respect, et notamment celui d'éclairer ce qu'il s'est déroulé, de poser les mots, de faire lumière sur ce drame, et de ne pas aller trop vite dans les conclusions. Donc eux-mêmes n'en ont pas encore. Eux-mêmes disent, et comme leur avocat, qu'il n'est pas possible pour le moment de définir cet acte comme antisémite. Donc on va laisser l'enquête se faire et même leur laisser eux la parole. Ça sera à ce moment-là qu'on pourra se prononcer. Je crois que le vrai problème, c'est que on puisse imaginer et supposer que ce drame-là soit antisémite. C'est donc que cela est possible. Et le fait même que cela soit possible, puisque depuis 2003, nous avons compté nos morts, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est déjà en soi insoutenable. Donc il faut que la lumière soit faite, mais surtout il ne faut que ni cet événement, s'il n'est pas antisémite, vienne dire « Ah donc il n'y a pas de problème », et s'il l'est, ça sera malheureusement un de plus. Dans l'affaire Sarah Halimi, on a pu voir la lutte sans fin de William Attal, frère de la défunte qui ne cesse de vouloir rendre justice à sa sœur depuis 5 ans, quasiment jour pour jour, hier étant l'anniversaire de la mort de Sarah Halimi. Aujourd'hui, c'est le cas de la famille de Jérémy Cohen qui tente de trouver des témoignages pour comprendre la cause et le déroulé de cet épisode dramatique. C'est encore un des nôtres que l'on perd sans comprendre, avec toujours ce sentiment d'impuissance et de mutisme de la part des auteurs, des témoins, mais aussi de la justice qui donne le sentiment de ne pas répondre aux attentes de ses citoyens. Vous êtes l'ancien président de l'UEJF, Jonathan Ayoun. Vous cautionnez cela, vous comprenez cela, vous le supportez ? Je comprends l'indignation, je comprends que il semble y avoir eu un souci majeur dans le traitement de ce drame, de ce meurtre, dans la manière de le considérer simplement comme un accident de circulation, c'est odieux. Donc, je comprends que tout le monde est très attentif à savoir... Mais aussi dans l'affaire Sarah Halimi. Et aussi dans l'affaire Sarah Halimi, mais aussi dans d'autres affaires où ça met du temps à ce que l'aggravation, la caractérisation de l'antisémitisme vienne voir le jour. C'est quelque chose, en effet, sur lequel tout le monde est très sensible, et ça apparaît dès les années 2000, avant même qu'il y ait des meurtres. C'est-à-dire avec la seconde intifada, avec la montée des actes antisémites, ou dans la parole publique, dans la parole politique, on a défini ça comme une montée d'actes délinquants et non pas comme une montée d'actes antisémites. Donc depuis ce moment-là, depuis l'apparition, ce qu'on appelle de ce nouvel antisémitisme, il y a une attention très claire des Juifs qui rentrent depuis 20 décennies, depuis 20 ans, depuis 2 décennies, dans une histoire blessée. De fait, l'histoire des Juifs en France reste tout de même heureuse depuis la fin de la Shoah et on va dire même dans la période qui précède la Seconde Guerre mondiale avec l'émancipation. Mais aujourd'hui, elle est à nouveau blessée parce qu'il y a des meurtres antisémites et parce qu'il y a eu une longue attente avant que le phénomène, donc cette réapparition, cette augmentation de l'antisémitisme soit reconnue par les pouvoirs publics. C'est quelque chose d'assez marquant et ça date depuis 2000, donc à chaque fois, à chaque événement, à chaque drame, à chaque meurtre, l'inquiétude est renforcée et augmente. Justement, nous allons parler de cette inquiétude, notamment de ce qui va se passer dans les urnes, si vous voulez bien, dans un instant. On va continuer